C'est presque officiel. Avec 39,2% des voix, Ibrahim Boubacar Keïta affrontera au deuxième tour Soumaïla Cissé, lui accrédité de 19,4% des votes sortis du scrutin du dimanche 28 juillet au Mali. C'est donc l'heure des alliances et autres consignes de vote pour les candidats malheureux. 27 au départ de cette compétition, les 25 formations politiques au nombre desquelles l'Union des mouvements et alliances pour le Mali, UMAN, de l'homme d'affaires Jamil Bitar, s'apprêtent à donner ce qu'elles ont de plus précieux, leur consigne de vote pour le second tour, pour Chouat Ibeka ou Soumaïla Cissé. Mais avant, l'heure est au bilan de ces 4 semaines de campagne et des enseignements à tirer de ce scrutin afin d'amorcer avec sérénité les échéances électorales à venir, c'est-à-dire les législatives et les municipales. C'est donc l'exercice auquel s'est adonné ce vendredi 2 août 2013, au cours d'un point de presse, le candidat de l'UMAN, Jamil Bitar, sorti 9e sur les 27 prétendants au palais de Koulouba. Veuillez accueillir le président. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, mes chers amis, le suffrage universel a parlé. Le peuple malien a fait son choix. Le Mali a choisi ses 2 candidats qui seront au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est un choix démocratique et républicain. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, ce choix doit être respecté. Ne donnons pas le mauvais exemple. Je ne serai jamais comme ceux qui donnent le mauvais spectacle de notre démocratie. Je les ai félicités et souhaité bonne chance. Je souhaite de tout cœur que le Mali, qui est notre pays, qui nous rassemble, traverse ces épreuves avec succès. Je les ai également assurés de notre engagement dans la grande œuvre de réhabilitation du Mali dont ils pourront bientôt avoir la charge. Pensez exclusivement à la grandeur du Mali et au bonheur des Maliens. C'est mon ambition, c'est l'idéal de notre parti. Je veux remercier tous les militants de m'avoir choisi pour représenter notre parti. Jamais je n'oublierai cet honneur et dans la vie d'un homme, présider aux destinées d'un parti comme lui-même est un honneur immense. Pendant cette campagne électorale, j'ai consacré toute mon énergie de la première à la dernière seconde pour expliquer notre projet de société. J'en ressors avec un amour du Mali plus grand encore, avec un attachement pour le peuple malien plus grand encore. Je me suis engagé totalement, pleinement, mais je n'ai pas réussi à convaincre une majorité de nos compatriotes. J'ai tout fait pour faire gagner les idées qui nous rassemblent. Je me suis engagé totalement. Vous m'avez aidé de façon extraordinaire. Nous avions mené une campagne formidable. Je garde une opinion très positive de notre parcours et de ce que cela aurait suscité autour de notre projet commun. C'est une source de satisfaction et d'inspiration. Je remercie du fond du cœur les milliers d'électeurs qui m'ont accordé leur confiance. Je mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé, qui ne s'arrêtera pas. J'étais votre candidat. Et quand il y a une défaite, c'est à moi d'assumer les responsabilités. Rien de ce que j'ai dit pendant cette campagne n'était factice. Une autre époque s'ouvre devant nous. Et en tout état de cause, je resterai l'un des vôtres.
Je partage vos idées, vos convictions, votre idéal, qui est aussi les miens, et vous pouvez compter sur moi pour continuer à les défendre. Ma place restera la même, parmi vous, avec vous, pour faire de l'imam un parti fort, un parti de référence. Vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation de la vie politique de notre pays et la recherche de nouvelles convergences au-delà des frontières actuelles. C'est la condition de nos victoires futures. Je serai au rendez-vous de ce travail sans exclusive avec l'esprit d'ouverture indispensable pour d'autres victoires demain. Au moment où je m'apprête à redevenir un militant parmi les autres, je vais dire merci. Merci à tous mes compagnons de l'imam, leur dire que le temps ne distinguera jamais les liens tissés entre nous. Ce que nous avions commencé ensemble, nous allons le continuer ensemble. Plus que jamais, j'ai l'amour de notre pays inscrit au fond de mon cœur. Jamais je ne pourrai rendre à notre grand pays tout ce qu'il m'a donné. Cela m'impose le devoir de penser au Mali, de penser aux Maliens, de penser à son unité. J'ai été bouleversé par ces foules, par ces réunions publiques, par tous ces Maliens venus très nombreux à notre rencontre, partager notre projet commun. Vous ne pouvez pas donner une plus belle image de notre pays. Vous ne pouvez pas me faire de plus beaux cadeaux. Je profite de l'occasion pour demander à tous les militants de l'imam de rester unis et mobilisés pour les échéances futures. Le parti ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner tous les candidats aux élections législatives et communales. Alors ce soir, donnons une plus belle image du Mali. Un Mali qui rayonne, un Mali joyeux, un Mali qui ne regarde pas l'autre comme un ennemi, un Mali qui a su réussir son pari dans les conditions qui honorent notre démocratie. Un Mali qui sait que la vie est faite de succès et d'échecs. Soyons dignes, soyons patriotes, soyons maliens, soyons exactement ce que le monde attend de nous comme démocrates. Merci, merci à tous. À la fin de cette rencontre de vérité avec les médias nationaux et internationaux, Jamil Bitar a reçu en exclusivité Diaspo TV et son partenaire Africa Leaders pour un large entretien sur les ambitions futures du candidat de l'UMAN. Nous allons tout à l'heure, avec votre permission, échanger avec vous. Vous avez donc en face de vous Diaspo TV, représenté par son directeur de programme Philippe Bouon, et Monoko Tony du magazine Africa Leaders, dont je suis le directeur de publication. Okay. Donc, nous sommes ici dans ce cadre des élections. Et évidemment, on va parler d'élections, mais on va aussi parler de la vie de l'homme. On va parler de l'homme, donc on va parler d'un peu de tout. Et on va peut-être certainement faire un ramassé. Ok. Donc, pour commencer, merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Et nous vous prions donc de vous présenter et à nos téléspectateurs et à nos lecteurs. Qui êtes-vous? Qui est M. Jamil Bitar? M. Jamil Bitar est l'actuel président du Conseil économique, social et culturel du Mali, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, président, directeur général du groupe qui porte mon nom, à savoir le groupe Bitar, qui regroupe quelques entreprises, à savoir la compagnie de transport Bitar Trans, les unités de production Bitar Impression, une édition également à Mécom, l'usine de production d'alvéoles, l'usine de production de pommelles, et en somme commerçant de mon état et prestataire de services et actionnaire dans plusieurs autres entreprises. Et je suis également ancien dirigeant sportif. Je fus président de la Fédération malienne d'athlétisme, ancien secrétaire général de la Fédération des transporteurs routiers du Mali,
et vice-président de la chambre consulaire régionale de l'UMOA, vice-président de l'Union des chambres consulaires africaines, de l'Union africaine. Donc, bon, il y en a tellement que peut-être je peux en oublier. Donc, et je suis en un mot candidat également à la présidence de la République du Mali depuis le scrutin du 28 juillet et dont les résultats provisoires viennent d'être proclamés. Avant de peut-être arriver à ces détails, avant que aussi que le confrère Philippe Bougon de Diaspoti surgisse par rapport à une question, ce qui est pertinent, sur lequel je voudrais intervenir avec vous, votre pays, le Mali, bien évidemment, avant de parler politique, mais a traversé quand même une crise, et cette crise a certainement plombé les ailes de l'économie. Vous êtes un opérateur économique. Alors, nous sommes un peu tentés de vous demander de nous apprécier un peu l'état actuel du secteur économique du Mali, surtout le vôtre, c'est-à-dire le privé. Comment est-ce que l'économie malienne se porte aujourd'hui? L'économie malienne ne se porte pas bien. Je pense que ce qui est survenu au Mali, si on avait fait un bon diagnostic de la situation, c'est parce que notre économie n'a pas marché et n'a pas su répondre aux aspirations de nos populations. Et aujourd'hui, compte tenu de la crise qui a secoué le pays, cela a suscité certainement au niveau du privé une grande baisse du chiffre d'affaires, et là ça complique davantage vraiment les choses. Et ce qui n'a pas marché, c'est que en réalité la production au niveau local ne correspond pas forcément aux besoins exprimés par les populations. Et aujourd'hui, en termes de ressources, le Mali ne dispose pas suffisamment de ressources pour faire face justement aux aspirations, aux préoccupations des populations. Donc, il y a la précarité qui est partout, il y a certainement le manque de travail, si nous pouvons l'exprimer ainsi, mais qu'à cela ne tienne, nous avions dit que de notre position de chef d'entreprise, en tout cas, nous avions certaines mesures qu'on avait préconisées, qu'on avait proposées au peuple malien afin de pouvoir sortir le pays de cette léthargie. On connaît aussi le Mali, on sait qu'au Mali, il existe ce qu'on appelle l'Office du Niger, qui devait faire le Mali, en tout cas le grenier, non seulement du Mali, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest, mais pas de toute l'Afrique. À vous entendre parler, est-ce que cela fut un échec, et à qui la faute? Les échecs successifs sont quand même, je le dis très souvent, il y a toujours un premier responsable. Et quand il y a des échecs, il faut savoir s'assumer. Et nous estimons que c'est les pouvoirs successifs qui n'ont pas su certainement répondre justement aux aspirations des populations. Et comment imaginer aujourd'hui que le Mali continue à importer? Et comment voudrez-vous aujourd'hui qu'il y a dans les rues de Bamako ou un peu dans les capitales régionales, dans les différentes capitales, que nous retrouvions des jeunes au chômage? Comment voudrez-vous aujourd'hui que nous continuions à tendre la main à l'extérieur? Donc, quelque part, ce qui était en tout cas programmé, planifié, les dirigeants successifs n'ont pas su le mettre certainement en œuvre. D'où l'un des thèmes de votre campagne, faire du Mali un pays émergent. Est-ce que vous en avez les moyens? Effectivement, moi j'ai fait une analyse approfondie de la situation. J'ai parcouru mon pays de long en large. Je suis allé au contact des populations. Je suis allé voir mes compatriotes là où ils vivent. Je suis allé les voir autant
au Mali, autant à l'extérieur, pour comprendre davantage et certainement recenser leurs préoccupations. Et mon projet de société était justement basé sur ce que le Malien lambda a vécu et où est en train de vivre. Et en résumé, j'ai compris que toute cette précarité dans les différents endroits était liée au manque de travail. L'État n'a jamais su donner aux différentes populations les conditions nécessaires afin que les gens puissent accéder à un travail décent. Il n'est pas dit aujourd'hui qu'un gouvernement puisse donner du travail à des milliers de jeunes qui attendent ou à des milliers de femmes qui attendent. Et dans tous les pays du monde, je pense que nous n'allons pas réinventer la roue. Il s'agirait pour nous certainement de donner des conditions idoines afin que le secteur privé malien puisse rapidement se mettre en place. Parce que l'embryon que nous avions aujourd'hui devrait prendre rapidement une autre dimension. Et comment certainement attirer les investisseurs étrangers à venir sur le territoire malien afin de pouvoir mettre des unités qui pourront permettre de donner du travail aux jeunes maliens et aux femmes surtout qui en ont aujourd'hui besoin. Donc nous avions dit que pour cela, il faudrait d'abord une mécanisation rapide de notre agriculture. Il faudrait un aménagement rapide par rapport aux différents espaces dont le Mali dispose, que ce soit dans l'Office du Niger, que ce soit ailleurs. Nous avions dit également qu'il faudrait que, en termes de semences, que nous ayons des bonnes semences pour que la production puisse accroître et que les fertilisants, à savoir l'engrais que les paysans utilisent le plus souvent, soient subventionnés par l'État jusqu'à un certain niveau afin de pouvoir booster la production agricole. Et booster la production agricole pour nous reviendrait à donner non seulement du travail à des milliers de jeunes qui attendent, mais au-delà, nous avions dit également que les métiers annexes ou connexes qui pourront surgir, et à savoir la commercialisation, qui est un pan important parce que nous allons non seulement nous autosuffire, nous allons pouvoir également vendre à l'extérieur et donc il y aura un mouvement commercial qui va se mettre au niveau de la production agricole. Mais nous avons dit également que ce qui va être le plus important, c'est que comparativement à ce qui se passe aujourd'hui, nous allons avoir des petites unités de transformation qui vont se mettre dans les zones un peu reculées et qui va même permettre à ce qu'il n'y ait pas une immigration forte vers Bamako qui se trouve être aujourd'hui une zone de concentration forte. Donc les jeunes, quand ils auront du travail sur place, ils ne vont pas être tentés de venir vers la capitale. Et nous avions dit qu'il faudrait que l'image que nous avions du cultivateur puisse sortir de la tête des gens. Parce que vous allez également comprendre que chez nous, les gens à peine ont honte de dire que mon père est paysan ou mon père est cultivateur. Donc chacun veut avoir un papa qui est de la haute sphère de l'administration, mais qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des fermiers, il y a des grands producteurs ailleurs, et pourquoi pas au Mali, voir donner une bonne image aujourd'hui d'un paysan, d'un producteur avec une Mercedes, une villa avec piscine dans son champ, etc. Donc cette nouvelle image, il faudrait que nous puissions l'inculquer depuis le bas âge. Donc, et à cela, il faudrait également dire que nous avions dit qu'il faudrait que nous ayons la maîtrise partielle des eaux
qui traversent le Mali, à savoir le fleuve Niger, le fleuve Sénégal. Mais au-delà de ça, Dieu nous gratifie souvent de pluviométrie. Et cette pluviométrie, il faudrait que nous ayons des retenues d'eau qui vont permettre certainement aux producteurs de pouvoir produire toute l'année. Et ce qui est aberrant chez nous, c'est que les gens travaillent 3 mois sur les 12 mois de l'année. Et il faut attendre un autre hivernage pour commencer à répartir. Dans les autres pays, les gens travaillent au moins 11 mois sur 12. Mais si nous devons travailler 3 mois et nous aspirons à avoir les mêmes logements, et nous aspirons à avoir les mêmes vêtements, nous voulons avoir les mêmes conforts, les mêmes nourritures, etc., et cela va de soi que ce ne serait pas possible. Et aujourd'hui, je le dis également, quand nous partons dans le Mali profond, nous comprenons qu'au crépuscule déjà, tout le monde rentre dans la maison pour se coucher. Et dans les autres pays, les gens travaillent le matin, dans la journée, le soir, la nuit. Mais si nous voulons atteindre des performances de ces différents États, il va de soi que quelque part, il faudrait rapidement que nous repensions un peu notre système. Et ce système, je dis pour moi, passe obligatoirement par l'électrification de tout le pays. Et l'électrification de tout le pays, il y a les énergies renouvelables. Le Mali est un pays qui a été gratifié par le bon Dieu de beaucoup de soleil. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'énergie solaire, nous pourrons peut-être donner un peu plus de bonheur aux différentes populations qui en ont certainement besoin. Je me permets, là, entendre parler M. Jamil Bitar, j'ai en face de moi un candidat qui parle, qui fait des promesses, mais n'oublions pas, M. Jamil Bitar est quand même le président du Conseil économique et social et culturel du Mali. Il est également le président de la Chambre du commerce et d'industrie. Tout ce dont tu viens de parler, c'est un peu de son domaine. Finalement, sous votre mandat, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là et qu'est-ce qui restait à faire? Je voudrais quand même vous faire cette précision, c'est que je n'étais pas dans l'exécutif en réalité. Le Conseil économique, comme son nom l'indique, nous servons de conseil aux autorités. Donc nous faisons des propositions. Et si vous voyez aujourd'hui que je me suis engagé dans cette bataille de la présidentielle, c'est parce que quelque part, toutes les directives que nous avions eu à mettre à disposition des gouvernants n'ont pas été suivies. S'ils avaient été suivis, je pense que nous ne serons pas candidats aujourd'hui. Nous avons réussi pas mal de choses. Je le dis, mon mandat au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, j'ai su faire réunir la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, aujourd'hui qui suscite un intérêt et un engouement de tout le monde. Et je suis aujourd'hui, à l'heure du bilan, ce que j'ai réalisé en 10 ans, en 96 ans d'existence, ça n'a pas été fait. Du colon à maintenant, donc je suis fier de ce que j'ai légué pratiquement aux différentes générations qui vont venir. Pour preuve, le parc des expositions de Bamako. Pour preuve, la Chambre de commerce et d'industrie de Sikasso, la Chambre de commerce et d'industrie de Mopti et également, il faut le dire avec fierté, la Chambre de commerce et d'industrie de Kidal, donc, qui est certainement le plus beau bâtiment qui existe dans toute la région de Kidal. Donc, c'est une fierté pour moi. Je pense que le pays a été approvisionné correctement pendant toutes ces années et il n'y a pas eu de crise. Et également, les populations concernant les prix que les opérateurs ont eu certainement appliqués dans les différents marchés, nous avions constitué un système de veille pour alléger un peu la souffrance de nos compatriotes. Donc, très souvent on dit l'argent n'aime pas le bruit. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes à la tête d'un consortium, en tout cas de toutes les affaires ici au Mali.
est-ce que, en vous démarquant, en décidant de faire de la politique aujourd'hui, n'est-ce pas là un risque que vous prenez, aussi pour vos affaires? Effectivement, un risque, il n'y a pas de fumée sans flamme, comme on le dit. Mais ce que je veux que vous compreniez, si ça tenait à ma personne, je pense que je n'aurais jamais fait de la politique. Mais imaginez ces milliers de Maliens qui sont dans les bas-fonds, qui sont dans le besoin, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se vêtir, qui aspirent à quelque chose de décent. Imaginez un peu toutes ces populations qui sont à la recherche d'un verre d'eau dans la journée ou d'un morceau de viande ou de poisson. Vous comprenez avec moi que nous avions eu cette chance aujourd'hui. Mais imaginez ces enfants qui ne vont pas à l'école parce que faute de moyens, ces enfants qui ne peuvent pas apprendre faute de lumière, ces enfants qui, faute de moyens, sont atteints de malnutrition, etc. Imaginez un peu toutes ces femmes qui sont obligées de se réveiller très tôt le matin pour aller dans des coins inimaginables certainement pour compléter les prix de condiments, etc. Imaginez un peu tous ces jeunes qui sont dans les rues à la quête d'un emploi virtuel. Imaginez un peu tous ces jeunes qui ont tenté d'aller à l'Exode et qui ont bravé la mer, les fleuves, les océans, souvent dans des conditions très pénibles, pour aller dans d'autres pays, pour aller chercher un bonheur souvent virtuel. Imaginez un peu tout ce beau monde qui est là aujourd'hui sans espoir. Moi, je pense que prendre des risques pour ces populations ne serait jamais être de trop. Et j'estime aujourd'hui que, à ma qualité de chef d'entreprise, tout ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu grâce à ce pays. Et tout ce que je devrais donner, si je devais tout donner au profit de ce pays, je suis prêt à le faire parce que quelque part, je me dis, on est toujours redevable. Bien, ma dernière question, toujours sur le développement. Bientôt, c'est les élections locales et législatives. Certainement, M. Beta s'apprête encore à reprendre, en tout cas, les routes de Kidal, de Nyono, de Ségou, et j'en passe. Tout à l'heure, vous avez dit que si vous n'avez pas été élu, en tout cas pour ces élections présidentielles-là, c'est parce que vous n'avez pas convaincu les Maliens. Il va falloir changer totalement de fusil d'épaule, soit le message qui n'est pas passé, soit c'est la démarche. Et là, prochainement, vous êtes aujourd'hui maintenant armé. Quel message, ou quel nouveau message allez-vous en tout cas lancer à ces Maliens pour que finalement ils le comprennent pour les législatives à venir et pour les municipales? Effectivement, le peuple, c'est comme, excusez-moi du terme, le peuple est comme un enfant. Et malheureusement, on ne sait pas souvent. Et une présidentielle, c'est une communion d'un homme avec un peuple. Et je dis franchement que nous avions vécu des moments extraordinaires pendant cette campagne. Nous avons été enragués par les foules, mais les foules ne constituent pas forcément l'électorat. Et je dis que quelque part, nous avons tiré tous les enseignements nécessaires. Nous avions un bon projet et ce projet, nous y croyons. Et ce projet, je pense que peut-être la manière avec laquelle nous l'avions expliqué à nos compatriotes n'a pas été bien perçue. Nous allons persévérer, nous allons changer de stratégie et nous allons changer de méthodologie peut-être afin de pouvoir les convaincre. Nous sommes des bons dialecticiens et nous pensons que s'il plaît à Dieu, nous aurons dans les années à venir certainement notre partition à jouer dans le développement socio-économique du pays. Concernant les élections, je le dis, je rassure parce que nous avions une formation politique qui est quand même très jeune.
Et cette formation politique, compte tenu aujourd'hui du score que nous avions réalisé, en tout cas, je pense qu'on pouvait mieux faire, c'est vrai, mais face à des formations qui existent depuis 2 décennies, et nous avons pratiquement 1 année d'existence. En tout cas, je pense que les chiffres sont flatteurs et nous osons espérer que l'UMOM parti va être l'un des plus grands partis du Mali dans les années à venir. Maintenant, en réalité, notre mission pour le groupe Africa Leaders et Diaspora TV, c'est d'un peu voir l'autre facette, c'est d'être lecture que les gens font des Africains. C'est une fierté de vous voir aujourd'hui. Vous avez cité une somme d'activités ou d'actions menées ou d'entreprises créées. Ça, c'est beau. Il faut quand même que nous mesurions un peu l'impact. Alors, vous participez donc à la création de l'emploi dans votre pays. C'est pique l'entreprise de l'emploi. Est-ce qu'on peut se faire un peu une idée des jeunes ou des hommes qui bénéficient de tout ça? Parce que derrière toute lecture, il ne faudrait pas qu'on caricature les gens. Oui, c'est des politiciens, il n'y a pas eu des gens, il n'y a pas ceci, cela. Or, le monsieur, il est utile, il travaille. Donc, il ne faut pas souvent blâmer les gens par rapport à un sport qui serait peut-être donné. Alors, vous participez pour nous, au développement de votre pays, à la création de l'emploi, quand ils font ça. Mais moi, je dis que je ne suis pas déçu, trop déçu par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être dans d'autres conditions, ça allait mieux se passer. Mais sur, je crois, 28 candidats, 9e de la classe n'est pas un mauvais score en soi. Et je dis que notre formation politique a 1 année seulement d'existence. Mais je veux que les uns et les autres comprennent. C'est pas parce qu'on est homme politique. Tout le monde est politique de sa manière. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des milliers de travailleurs qui travaillent pour moi. Et le score que nous avions fait, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un score pareil. Et il y a des gens qui sont dans la politique depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à maintenant que nous avions quand même évincé. Donc, c'est vous dire quelque part que les populations sauront faire la différence entre l'homme politique et l'opérateur économique. Maintenant, c'est la toute dernière question. L'opérateur économique, vous embauchez combien? Vous avez combien de Maliens qui bénéficient de vos fonctions? À la date d'aujourd'hui, nous employons 2700 personnes. 2700 personnes. Si donc pour l'occasion vous était donné d'un mot de dire votre dernier mot par rapport tant aux politiques ou économiques ou voilà, qu'est-ce qu'on retiendrait de vous? Ce qu'on retiendrait peut-être de moi, je pense que on peut tout me reprocher, mais aimer son pays, si amour il y a, je suis amoureux de mon pays. Si engagement il y a, je suis engagé pour mon pays. S'il y a don de soi, je suis parfaitement disponible à donner le meilleur de moi-même. J'ai un engagement fort et je pense que le Mali, plus que jamais, je le dis à qui veut l'entendre, pour moi, aucun sacrifice ne pourrait être de trop pour ce pays qui m'a tout donné, qui m'a vu naître, qui m'a fait voir le soleil, qui m'a donné joie, bonheur, expérience, qui m'a formé, qui m'a nourri. Et je pense qu'aujourd'hui, il est de mon devoir certainement, de pouvoir rendre un peu de ce que j'ai reçu moi. Et je le dis aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'aller dans une élection présidentielle, mais surtout, c'est quand même de faire des propositions de solutions. Et ces propositions de solutions, nous les avions consignées dans notre projet de société. Et je pense que nous allons continuer à les défendre. Et je sais que, quel que soit le président qui va venir, en tout cas, il aura en face de lui, en tout cas, une forte armada de jeunes leaders qui certainement ont, en tout cas, des ambitions réelles pour le pays.